Il me semble que c'est bon. Donc, je disais qu'aujourd'hui, utiliser un coupe de frottement céramique, polyéthylène, réticulé, paraît le bon choix et je vais vous expliquer pourquoi. Et si l'on utilise ce coupe de frottement, il me semble que de posséder une cupule qui a un insert en polyéthylène réticulé, mais un métal bac fin, est une optimisation de ce principe. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, tout commence avec l'histoire du couple, et vous voyez que comme les couples politiques, le couple change avec le temps. Mais le but du couple est toujours le même, c'est-à-dire éviter les conflits, c'est-à-dire pour nous les complications, et de faire que ce couple dure le plus longtemps possible. Et vous voyez que depuis que je suis interne, alors 1977, j'ai utilisé d'abord une tête en métal de petite taille avec un polyéthylène cimenté, puis on est passé à des têtes un peu plus grandes, toujours en métal, toujours avec du polyéthylène non réticulé, mais avec un métal bac que l'on a vissé par sécurité. Puis après, on a découvert que les vissés ne servaient dans la plupart du temps à rien, sinon à propager des particules. Donc, on a utilisé des métal bacs avec du polyéthylène non vissé, puis un couple métal-métal. Je vous rappelle que pour le reconnaître, c'est un insert et les deux bords sont parallèles. Ça, on l'a utilisé pendant une dizaine d'années, le couple métal-métal, avant qu'il ne soit plus utilisé pratiquement plus par personne. Puis on est passé quelques temps, très peu de temps, 2-3 ans, à un couple céramique-céramique qui nous a permis d'utiliser des têtes plus grosses, et nous verrons pourquoi. Et puis depuis 2014, j'utilise une tête en céramique avec un polyéthylène non cimenté, sans métal bac d'abord, et maintenant avec un métal bac fin, qui est le sujet de ce petit débat. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, le couple polyéthylène réticulé est le plus fiable, et notamment avec une céramique. Pourquoi pas avec une tête en métal? Eh bien, ce n'est pas tellement au niveau du couple de frottement, parce que l'intérêt du métal, c'est qu'il n'y a pas de rupture du métal, comme il peut y avoir une rupture de la céramique, mais la jonction entre le cône et la tête se fait avec des matériaux différents. L'un en chrome cobalt et l'autre en titane, et cela crée de la corrosion, et ce n'est pas une très bonne chose alors que la céramique est neutre. Donc, il semble qu'il vaut mieux utiliser une tête en céramique. Alors, pourquoi aujourd'hui on peut revenir en arrière comme au début avec une tête et en face du polyéthylène? C'est cette invention du polyéthylène réticulé. Donc, je ne vais pas le développer aujourd'hui, ça mériterait une vidéoconférence à soi tout seul. Mais ce qui compte, c'est les résultats. Vous voyez, pour une tête de 32, alors je vous rappelle que plus le diamètre de la tête augmente, plus l'usure augmente, plus il y a de déplacement lorsqu'on marche d'un point donné de la tête. Et vous voyez 1,5 mm d'usure tous les 10 ans, ce qui fait 3 mm au bout de 20 ans, ce qui est relativement beaucoup. Et au bout de 20-25 ans, on a quand même une usure assez importante du polyéthylène. Et à partir du moment où il est réticulé, on tombe à 0,2. Et encore, ce sont des chiffres qui sont améliorés depuis qu'on inclut dans le polyéthylène réticulé de la vitamine E. Mais vous voyez, ça fait 0,4 mm en 20 ans. Et donc, pour atteindre l'usure avant de 10 ans, il faut 40 ans. Et donc, aujourd'hui, le couple céramique polyéthylène réticulé a la longévité nécessaire pour pouvoir la poser à des sujets jeunes. Et puis, ça a d'autres avantages. Un des premiers avantages, c'est qu'on peut mettre en face de ce polyéthylène la tête, pourvu qu'elle ait la bonne taille, de la marque que l'on veut avec la tige que l'on veut. C'est-à-dire on peut mixer, ce que vous ne pouvez pas faire avec une céramique. Et c'est important, comme ça on n'est pas piégé avec une prothèse donnée et c'est plus facile d'avoir la gamme dans le service de plusieurs tiges ou de plusieurs cupules. Un autre avantage, c'est que c'est plus facile à enlever. Or, ce n'est pas un détail, parce que vous savez, quand on reprend une prothèse, il faut conserver le capital osseux et enlever une cupule en polyéthylène est plus facile que d'enlever par exemple, ici, cette cupule qui est vissée avec une céramique. Si elle avait une céramique, sortir la céramique au bout d'un certain temps est difficile et donc sortir la vis l'est également. Et donc, il vaut mieux pouvoir l'enlever facilement et c'est un avantage. Ensuite, il y a du recul. Vous voyez ici, c'est un polyéthylène non cimenté qui s'appelle RM de la société Matisse, et quand on regarde, et qui n'est pas réticulé, maintenant il l'est, mais à l'époque il ne l'était pas, et vous voyez le recul à 20 ans, 94% de survie, c'est le meilleur résultat de tous les couples et de toutes les cupules. Je vous rappelle que céramique, le recul à 20 ans est de 86% de survie. Donc là, on a 94%, alors que le polyéthylène n'était pas réticulé. Donc, il y a beaucoup de recul sur le polyéthylène. Et puis, là, je vais en rajouter peut-être un petit peu plus. Je trouve qu'on n'a pas les complications de la céramique.
Et les complications de la céramique sont, à mon avis, le fait qu'on est piégé lorsqu'on utilise une cupule par le fait qu'il ne faut pas changer le couple et la clearance. Ce n'est pas simplement le type de céramique, parce que là, en rose, vous avez une delta céramique faite par la même société qui est Céramtech, mais la clearance n'est peut-être pas la même. Donc, il ne faut pas le mélanger. De toute façon, légalement, ce n'est pas possible. Et du coup, vous êtes piégé aussi dans une tige qui n'est peut-être pas celle que vous auriez choisie. Et ça, c'est très important pour un chirurgien. Ensuite, vous voyez, une céramique, ça peut faire du squeaking. Pour ceux qui ne l'avaient jamais entendu, vous avez entendu un squeaking, et l'entendre aussi fort, c'est dans 2,7% des cas. On va arrêter ce film parce que sinon on ne va pas en sortir. Et c'est 2,7% des cas. Par contre, si on y met un stéthoscope, 60% des céramiques émettent un petit bruit qui est lié à une vibration ou différents éléments. Ensuite, la céramique, ça peut être une source de métallose. Pourquoi? Parce que ça supporte mal une malposition ou un patient qui a de grandes mobilités articulaires. Ce qui fait que quand le col vient en conflit avec le bord de la céramique, il va se produire une lésion du bord du col qui va libérer du titane et créer une métallose qui peut être importante. Alors, on peut aussi mal positionner une cupule avec du polyéthylène, mais c'est plus tolérant. Vous voyez, une cupule avec du polyéthylène va s'user à l'endroit du col et donner les quelques degrés qui manquent, si ce n'est créer une luxation, mais il ne va pas libérer, comme ici, du métal ou alors entraîner une fracture de la céramique. Donc, une cupule en polyéthylène, c'est plus tolérant à l'erreur ou à la grande mobilité qu'une cupule en céramique. Le défaut de la céramique bien connu, c'est la fracture de la céramique. Alors, avant, on avait des fractures de tête, notamment avec les têtes courtes ou les têtes longues, parce que les contraintes étaient trop importantes. Mais depuis que la céramique Delta est arrivée et que l'on a mieux adapté le cône et la céramique, les ruptures de tête, ça devient rare. Par contre, les ruptures de l'implant acétabulaire en céramique sont plus fréquentes. Elles sont plus fréquentes parce qu'il peut y avoir justement ce fameux conflit dont je vous ai parlé avec le col qui entraîne la rupture de la céramique. Et puis il y a aussi d'autres raisons, une malposition de l'insert à son insertion, puis le fait qu'on a voulu utiliser des têtes trop grosses, au-delà de 36, qui fait que la céramique est trop fine et peut se fracturer. Et un des défauts de ces fractures, c'est que lorsqu'on va reprendre cette prothèse, on est piégé avec une céramique, car les petits éléments de céramique qui vont rester dans l'articulation vont user la prothèse ultérieure. Et puis là, je vais vous rapporter des résultats d'une étude que l'on a faite à l'échelle française sur les nécroses. On a revu un grand nombre de prothèses pour nécrose et je vous donne les résultats pour les prothèses qui sont étonnants. C'est-à-dire, c'est la survie en fonction du couple de frottement et notamment la survie pour la luxation. Et sans que nous ayons une bonne raison, on a trouvé que les couples céramique-céramique sans effet centre avaient un taux de luxation très élevé, beaucoup plus que les couples de tout autre type. Alors, même 3%, ce n'est pas un très bon résultat, mais ce sont des résultats chez des personnes qui ont une nécrose et c'était des prothèses avec 10 ans de recul minimum, dont la plupart avaient 20-25 ans. Donc, c'est une chirurgie déjà d'une autre époque avec un taux de luxation qui n'est plus celui qu'on obtient aujourd'hui, même quel que soit le type de prothèse posée. Alors, il faut voir quelques défauts à la céramique polyéthylène. Et le défaut, il est évident. C'est-à-dire que vous avez un choix terrible entre je me luxe ou j'use. Pourquoi? Parce que pour que le polyéthylène soit efficace, il faut qu'il ait au moins 7 mm d'épaisseur. Parce que s'il est trop fin, comme ici, ça c'est la dernière prothèse d'une société américaine qui n'a pas une très bonne d'ailleurs stabilité dans son metal back, elle est très fine, elle fait 3,7 mm. Et plus le polyéthylène est fin, qu'il soit réticulé ou pas, plus il peut faire de fluage, c'est-à-dire se déformer lors de la contrainte. Et ça entraîne de l'usure. Et puis lorsque ce polyéthylène sera usé, la tête va toucher le métal. Donc, si on augmente le diamètre de la tête qui diminue le risque de luxation, on augmente le fluage et le risque d'usure. Et inversement, si on veut augmenter l'épaisseur du polyéthylène, notamment pour les plus petites tailles, eh bien on se retrouve avec une tête plus petite et on augmente le risque de luxation. Alors, la luxation, je vous rappelle, c'est deux effets principaux. Alors, tout d'abord, on a peut-être fait une mauvaise tension musculaire, ça c'est autre chose, mais la luxation, pour des raisons intraprothétiques, c'est une jump distance insuffisante, c'est-à-dire plus la tête est grosse, plus il faut qu'elle franchisse une distance
plus grande pour se luxer, mais c'est aussi cet angle bêta, c'est-à-dire que plus le col vient toucher tardivement le bord de la cupule, plus la mobilité articulaire est importante et moins il y a un risque de luxation, parce que dès que ça touche, il y a un effet cam, un effet levier qui peut entraîner cette luxation et ça s'appelle l'angle bêta. Et vous voyez que cet angle, il augmente progressivement, mais de moins en moins. Il y a plus de différence entre une tête de diamètre 28 et 32 qu'entre une 32 et 36. Et au-delà de 36, ça n'apporte plus rien. Donc, il n'est pas nécessaire de chercher à mettre une tête dont le diamètre est plus grand que 36. Mais jusqu'à 36, ça apporte quelque chose. Alors, la céramique polyéthylène, qu'en attendons-nous? On attend qu'elle s'use peu, qu'elle ait un taux faible de luxation, que la cupule soit rapidement stable pour pouvoir permettre un lever précoce et qu'il n'y ait pas de déplacement secondaire, et surtout une notion qui n'est pas très rapportée, qu'il n'y ait pas de déformation du polyéthylène. C'est-à-dire pas de déformation, on l'a vu à distance parce que la cupule est trop fine, mais aussi pas de déformation au moment de l'impaction. Parce que je vous rappelle, quand on met une prothèse non cimentée, qu'il y a un press-fit et que le trou que l'on fait n'a pas la même taille que la prothèse qu'on va mettre à l'intérieur. Et cela va entraîner une déformation du polyéthylène et modifier la clearance. Et donc, cette déformation, elle doit être évitée. Alors, la solution, elle est là, elle est connue depuis longtemps. C'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire un polyéthylène plein et cimenté. À ce moment-là, on peut mettre une tête assez grande et comme il n'y a pas de metal back, cela n'enlève pas d'épaisseur au polyéthylène et on pourrait assez rapidement changer de taille de tête. Malheureusement, on s'intéresse de moins en moins à ces cupules cimentées, ce qui fait que l'on ne fournit pas spécialement toutes les tailles de cupules nécessaires, mais surtout, il faut apprendre à bien cimenter parce que c'est une véritable technique. On pourrait ne pas mettre assez de ciment, pas une épaisseur, et aussi on ne contrôle pas le devenir du ciment. C'est-à-dire si par exemple, comme ici, il manque une paroi antérieure, on peut avoir un débord de ciment qui va créer un conflit avec le psoas. Et puis, si on a une perte de la paroi médiale, on peut avoir du ciment qui va dans les vaisseaux. Et puis, de toute façon, ces petites particules de ciment, soit au moment de l'intervention, soit plus tard, vont se promener dans l'articulation et vont faire un troisième corps qui va augmenter le risque d'usure. Et enfin, rarement, mais ça existe, on peut avoir un choc au ciment. C'est-à-dire que le ciment, aujourd'hui, ça reste une bonne solution, mais ça a ses propres risques. Donc l'idée, c'est d'utiliser une cupule en polyéthylène plein, mais non cimentée. C'est la cupule RM de chez Matisse qui a beaucoup de qualités. La première, c'est que bon, il n'y a pas de ciment. La deuxième, vous voyez, on voit parfaitement la jonction entre l'os et la prothèse, donc on peut bien étudier l'intégration de la prothèse. Attention, c'est trompeur, parce qu'un certain nombre de prothèses n'ont pas bien pris, et puis quand on les voit à la radiographie, elles ont l'air bien. Et ce n'est uniquement qu'en analysant un déplacement secondaire qu'on peut le voir. On le voit bien au scanner aussi, donc on peut bien analyser sa position. Et puis, cette prothèse est en polyéthylène réticulé avec la vitamine E, et puis elle est facile à enlever et il y a beaucoup de recul. Donc, cette prothèse, elle a beaucoup de qualités. On l'a mise pendant longtemps et on lui a trouvé beaucoup de qualités. Sinon, un press-fit un peu fort, et nous allons en discuter. Puis, le fait aussi qu'il y ait tous ces trous qui permettent de positionner la prothèse, mais c'est quand même dommage parce qu'on essaie d'avoir le polyéthylène le plus épais possible et à l'endroit du trou, on a un polyéthylène tout fin. Alors, l'intérêt, c'est qu'avec ce type de prothèse, théoriquement, on devrait pouvoir mettre rapidement de têtes de grand diamètre en gardant 7 mm d'épaisseur. Et alors, vous voyez la théorie et la réalité. C'est-à-dire, en bleu, c'est la théorie. Dès une taille de 46, ça devrait être possible de mettre une tête de 32. Et dès une taille de 50, on devrait pouvoir mettre une tête de 36 tout en ayant 7 mm de polyéthylène. Or, ce n'est pas le cas puisque la société Matisse a décidé qu'on puisse mettre la tête de 32 qu'à partir de 52 et la tête de 36 qu'à partir de 56. Mais il faut rappeler que la conception de cette prothèse date d'il y a plus de 25 ans où ce problème des têtes et du diamètre de tête n'était pas au centre. Et la plupart des chirurgiens mettaient des têtes de 28 et exceptionnellement des têtes de 32. Cela a évolué et je pense qu'ils ont modifié ce petit problème. J'y vois aussi d'autres inconvénients à cette cupule qui n'a pas de metal back. C'est qu'elle a un fort press-fit de 1,6 mm. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous mettez une prothèse de 50, elle fait 51,6 pour réaliser le press-fit. Mais 51,6, c'est beaucoup. Ce qui veut dire que quand on l'impacte, d'abord, elle est assez difficile à impacter. Et ensuite, comme il n'y a pas de metal back, ça peut modifier la clearance. Et dans les cupules les plus petites,
avec un polyéthylène qui reste quand même pas trop épais, par exemple avec une tête de 36, eh bien, on pourrait avoir une déformation du polyéthylène. Ensuite, elle libère des petites particules de titane. Je vais vous le montrer maintenant. Cette prothèse, on chauffe du titane et on impacte la prothèse en polyéthylène dedans et le titane reste collé à la prothèse. Alors, ça ne fait pas d'abord une grosse épaisseur pour l'intégration. C'est pour ça que j'ai mis que l'intégration osseuse n'était pas très profonde, mais surtout, ça libère des petites particules de titane. Et puis, l'ancillaire, je vous l'ai déjà dit, c'est dommage qu'il y ait tous ces trous. Donc, je vous montre le coup du titane. Vous voyez, il suffit de frotter un rem et vous voyez les petits grains de titane qui tombent. Et ça se produit ensuite pendant toute la vie de la prothèse et au moment de la pose. Et ça tombe très facilement. Et c'est dommage de larguer des matériaux dans l'articulation qui peuvent créer une réaction inflammatoire. Alors, la question vient maintenant, est-ce qu'il faut utiliser un metal back? Puisque je viens de critiquer le fait que le RM, bien qu'ayant beaucoup de qualité, se déforme et n'a pas un parfait effet de surface. Alors, le metal back, oui, mais pas n'importe lequel. Pas ce type de metal back. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la mode aujourd'hui, qui est de vouloir, dans le même metal back, proposer soit un polyéthylène, soit une céramique. Pour une raison évidente, c'est que la céramique, elle ne supporte pas la déformation, donc il faut qu'elle soit protégée par un metal back épais, d'où l'épaisseur pour la céramique. Et quand on met un polyéthylène dans un insert fait pour une céramique, il est forcément plus fin. Et donc ce type de prothèse avec un metal back très fin, ce n'est pas une bonne idée. Donc le metal back, c'est une bonne idée parce qu'il va prévenir la déformation, c'est-à-dire que soit il est très rigide, il ne va pas trop se déformer, il ne va pas abîmer le polyéthylène, soit il va se déformer, mais il reste toujours un espace entre le polyéthylène et le metal back qui fait que la déformation sera prise par le metal back. On ne touchera pas la clearance. Ensuite, on peut diminuer le press fit parce qu'on peut faire un état de surface de meilleure qualité. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un press fit aussi important. Et puis, cela va favoriser une bonne intégration osseuse. Et puis aussi, on va pouvoir positionner des instruments sur le metal back, ce qui est mieux. Alors, il y a des inconvénients à avoir un metal back, c'est qu'il a été démontré que lorsqu'il y a un metal back, l'usure du polyéthylène est plus rapide que lorsqu'il n'y en a pas. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique surtout par l'élasticité. C'est-à-dire quand le metal back est rigide, il y a une mauvaise transmission entre le module de Young de l'os et celui du métal qui est très différent. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'élasticité qui va entraîner une usure. Et mon patron, M. Fika, conseillait à l'époque où les prothèses s'usaient vite, de mettre des semelles en crêpe pour amortir les chocs quand on marche. Et ensuite, il a essayé de faire une prothèse avec un amortisseur dans la tête. Mais ça n'a pas trop marché. C'était mieux les semelles en crêpe. Donc, ce type de prothèse reçoit moins de contraintes à chaque pas que ce type de prothèse, d'où l'usure. Alors, attention, donc, je vous l'ai dit, à la cupule modulaire qui non seulement nécessite un metal back épais, mais peut conduire au moment de l'insertion à une erreur de positionnement. C'est-à-dire on met d'abord la cupule dans le malade et puis on vient mettre la cupule, qu'elle soit en céramique ou polyéthylène. Mais il suffit de ne pas la faire pénétrer parfaitement comme il faut dans l'axe ou qu'il y ait un corps étranger à l'intérieur pour mal la positionner. Et à ce moment-là, il y a des risques de rupture pour la céramique et de mauvaise orientation pour la prothèse en polyéthylène qui va s'user plus rapidement. Donc, il faut mieux avoir que l'on utilise une prothèse avec du polyéthylène ou de céramique, une prothèse monobloc au moment de la pose, ce qui veut dire que le metal back, il doit être dédié à l'insert qui est à l'intérieur, à la céramique pour une céramique plus épais et monobloc, et pour le polyéthylène pareil. Attention au système modulaire. Alors, on va faire un essai avec un metal back pas trop gros, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus épais. Prenons un metal back de 3 mm d'épaisseur, ce qui est très correct, est encore trouvé dans le commerce. Avec 3 mm d'épaisseur de metal back, pour avoir un polyéthylène de 7 mm, il faut attendre la taille de 52, qui permet, dès la taille de 52, de mettre une tête de 32. Et pour mettre une tête de 36, il faut avoir un diamètre de 56 qui permet, avec une tête de 36, d'avoir un polyéthylène de 7 mm. Donc, vous voyez, le 56, le 36, ça va être réservé à un petit groupe de malades qui ont les plus gros acétabulums. Alors, voici ce que nous aimerions vous présenter aujourd'hui. C'est cette prothèse qui s'appelle Polymax et qui est une prothèse monobloc avec un implant en polyéthylène réticulé et qui a comme particularité d'avoir un metal back fin. Et pourquoi on peut faire ça aujourd'hui? C'est grâce aux imprimantes 3D. Et nous allons écouter tout à l'heure l'ingénieur de la société Argos, Argler, qui va nous expliquer comment on fait ça. Et puis,
non seulement ça permet d'avoir un métal back fin, et nous allons en discuter, mais d'avoir un effet de surface beaucoup plus intéressant, bien le plus adapté possible en tant que porosité à la bonne intégration de l'os. Donc voici à quoi ça ressemble. Le plus intéressant, c'est la coupe ici, où vous voyez que le métal back est très fin et qu'il persiste encore un petit espace entre le métal back et le polyéthylène, ce qui fait que ce métal back va recevoir la contrainte sans la transmettre au polyéthylène. Il est fin puisqu'il ne fait que 4 mm d'épaisseur dans sa paroi, plus 4 mm de picot, soit 0,8 mm dans sa structure globale. Et son press-fit est de 1 mm. Il faut toujours connaître le press-fit de votre prothèse. Ça veut dire que si je fais un trou de 50, je vais mettre une prothèse de 51, elle va tenir. Mais si je fais un trou de 51 et la prothèse de 50 ne tiendra pas, il faudra donc passer la taille au-dessus. Donc c'est très important de connaître le press-fit, mais il est faible. Comme il est faible, peu de déformation. Et puis, vous voyez, la structure est bien faite. Le fond est plat, mais ça ne modifie pas la jump distance, ce qui permet de mieux impacter la prothèse. On peut stabiliser le matériel de pose sur le metal back. Et puis, c'est un monobloc polyéthylène réticulé qui peut aller avec une tête en céramique. Alors, vous voyez, comme le press fit est faible, j'ai pris deux prothèses, un RM sans metal back et de même taille par rapport à une cupole Polymax, et en les mettant l'une contre l'autre, alors qu'elles ont la même taille nominale, il y a une différence parce que c'est le press fit. C'est-à-dire le press fit de la prothèse avec le metal back est un peu moins important que celui qui n'a pas de metal back parce qu'il faut bien que ça tienne. La porosité est parfaite et la jump distance entre la prothèse qui a un metal back et celle qui n'en a pas est la même. Donc, il n'y a pas de problème de ce niveau, sauf que la prothèse paraît un petit peu plus petite et donc conserve mieux le capital osseux. Et donc, si on reprend cette prothèse avec son épaisseur de 8 mm de métal, on voit que dès 48, on peut poser une taille de 32 et dès 52, une taille de 36. Alors, c'est important parce que la plupart de nos patients ont une taille entre 50 et 56. C'est 70% des gens que l'on opère. Or, très, très rapidement, on va pouvoir mettre une tête de 36, ce qui veut dire que ça va augmenter la stabilité. Voici la plus petite des cupules, c'est-à-dire la 52 avec une tête de 36. Vous voyez, il reste un polyéthylène bien épais et quand même, on peut mettre une tête de 36. Alors, il y a un ancillaire spécifique qui permet de la positionner. Moi, je l'utilise ou pas. Parfois, je mets d'emblée la prothèse et puis il y a un autre appareil pour orienter que voici qui permet de l'impacter. Ces appareils sont décalés, ce qui permet d'utiliser des mini-voies d'abord et opérer des malades d'un grand volume. Alors, je vous montre quelques exemples. Ici, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre toutes les tiges que l'on veut face à ce type de prothèse, que l'on peut utiliser des têtes de 36 et qu'il persiste un polyéthylène de bonne qualité. Et vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est comme le métal back est fin, on voit bien l'orientation de la prothèse à la radio, ce qu'on ne voit pas lorsque le metal back est épais. Et donc, ça permet d'analyser l'orientation de la prothèse et aussi le contact entre la prothèse et l'os et de voir l'évolution de l'intégration. Et ça, c'est intéressant. Voici par exemple un malade qui d'un côté a une prothèse avec un métal back épais où vous ne voyez pas bien l'orientation et là on voit bien l'orientation de la cupule et on voit que le polyéthylène est épais et la tête du plus gros calibre possible. Alors voici d'autres exemples de prothèses de ce type. Encore un et là vous voyez donc on a mis une tête de 50, un calibre de 50 chez quelqu'un qui avait une dysplasie de hanche, mais on a pu mettre quand même un polyéthylène avec une tête de 32, alors qu'avec toute autre prothèse avec un metal back, on aurait été obligé de mettre une 28. Voici des malades où on montre que pour la bonne stabilité de la prothèse, c'est des fortes dysplasies de hanche avec une coxa plana, conséquence d'une ostéochondrite de hanche chez un adulte. Et vous voyez, on peut parfaitement l'intégrer et on se retrouve tout de même avec des diamètres de tête encore corrects, 32 mm pour 50. Toujours le même principe. Et ici, on a pu mettre une 36 chez quelqu'un qui avait une forte déformation avec cette prothèse qui a une très bonne impaction. Et voici aujourd'hui des cas que j'ai repris de resurfaçage avec fracture du col et rupture de la tige. Et on l'a repris avec ce type de prothèse. Et aujourd'hui, nous ne faisons plus de resurfaçage aux patients. On met des tiges courtes avec en face ce type de prothèse. Et plutôt qu'une grosse tête avec un couple métal-métal qui libère de
du nickel avec un risque d'alval, là, on va libérer du polyéthylène et encore très très peu, ce qui fait que l'inflammation est faible. Et c'est beaucoup plus sûr pour un sujet jeune que ce type de prothèse. Et comme on va mettre la tête la plus grosse possible, on va avoir une certaine sécurité. Alors tout ce que je vous dis est théorique, mais Enrique Peque, en suivant, tout à l'heure, va vous montrer les résultats sur la luxation. Et donc, vous voyez ce type de prothèse. L'intérêt, c'est ce métal bac fin, mais la présence du métal bac, un bon effet de surface avec un polyéthylène réticulé qui permet de mettre le plus vite possible la plus grosse tête possible. Alors maintenant, nous allons écouter Ricardo Verga qui va nous parler de la fabrication des prothèses, qui va nous parler de l'intégration de ces prothèses et aussi de tests qui ont été faits de déformation, c'est-à-dire en l'impactant dans un trou fait dans du bois, on analyse la déformation. Et ensuite, nous allons écouter Enrique Peque qui va nous parler de sa thèse, vous voyez, qui est récente, 16 septembre 2020. Et cette thèse, ce sont les résultats de 182 prothèses. Alors pourquoi 182 ? Parce qu'il fallait qu'il y ait 2 ans de recul minimum et nous posons cette prothèse que depuis 2015 et c'est 182 cas consécutifs qui ont été suivis pour faire le rapport à l'HAS. Donc, Ricardo Verga, de Milan, je pense, ça c'est le magnifique Milan, nous allons t'écouter. Donc, arrête de partager, il faut partager l'écran. Ok, I start to share the screen. Voilà, parfait. Et mettre la caméra peut-être aussi. Ok. Le micro et la caméra. Ok, the camera. Ok, perfect. Allez, on y va. Ok, start. The concept of the Polymax cap is to have a polyethylene insert pre-assembled into a thin metal shell in order to make it flexible and maximize the polyethylene thickness. The only technology able to realize this kind of shape is the additive manufacturing process. What are the main differences between conventional and additive manufacturing? Conventional manufacturing is a subtractive process that starts from raw parts like rods or plates and by special tools remove material until to reach the right geometrical dimensions. The material removed is wasted and it cannot be reused. The additive manufacturing uses as raw material the metal powder, in this case titanium. It consists to build up the parts layer per layer by using a beam, electron beam or laser beam, that melt the powder in the correct position. In terms of efficiency, the powder not melted can be reused. It can build difficulty geometry and undercut, where the conventional manufacturing cannot do. The example is the porous structure on the right. The machine layout consists in one or more tank where the raw material is placed. The base plate where the parts will be realized, the recoater that spread the powder on the base plate, and the beam that melt the material, laser beam or EB beam. On the left side, a picture inside the electron beam machine, and on the right side, a laser machine. The concept is the same. When the design is ready on the left, the engineer starts to make the manufacturing job file with a specific software that split the component in slices of 50 microns from the bottom to the top. Then the job file will be sent to the machine and the process starts. The phases of manufacturing are the following on the right. The recoated spread the first layer of powder to the entire base plate by covering all the area. The beam starts to melt in the right position, the right shape of the first layer. When finished, the base plate moves down by 50 microns and start the second layer as same as the first, and so on until the last layer.
On the left, you can see the execution of one layer is a sample component, is not an orthopedic component. Here there is the beam that melt the powder on the powder bed, and after that the recoater pass on and cover all the area with the new layer of powder. On the right, when finished, the plate with components joined has to be removed from the machine. Then has to be removed the powder not melted around and detached all the parts. We performed some tests on the porous structure made by additive technology. Some mechanical tests according to ASTM standards and an animal test in order to verify and validate the osseointegration of the structure. Coming back to the Polymax cap, the shell is composed by a thin wall of 1.2 millimeters divided by 0.4 millimeter of solid part and 0.8 of porous part, with the pore size of 700 microns as shown in the picture below. The polyethylene liner is assembled by using a mechanical press with a load of 5,000 Newton. The rotation stability of the assembled part is ensured by the presence of pumps in the shell and grooves in the PE insert at the same position. In the next slides, we'll show the tests performed on the assembled cap. The first is the rotational stability that is performed by a torque wrench with a result more than the double against a standard fixed tipper cap not pre-assembled. The second is the push-out test performed by the same press used to assemble the cap, where the results are more or less 4 times more against a standard fixed tipper cap not pre-assembled. A press fit test performed by impacting the cap into polyurethane foams with asymmetric seat and spherical seat, and the results show that the sphericity is always lower than 200 microns. The diameter of the spheres is always between 32 plus 0.1 millimeter and 32 plus 0.2 millimeter. There is not interference between head and insert. Fatigue test and the evaluation of possible wear in order to evaluate the fatigue strength and the wear between the liner and shell. The result registered no breaks, and the loosening of material between liner and shell is between 0.2 and 0.3 milligrams. In order to improve the performance of the product, we performed a FEE analysis. By seeing the picture, the area interested in order to be improved is around each bumps. A modification of the cap to increase the performance has been done by adding material around the hooks impactor seats, both internal and external, by removing the edge in order to have a round shape that discharges a chair, and by increase the height of the impactor seat in order to increase the gap between the hooks of the impactor and the roof of the seat that prevent any damages during impaction. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Alors, je vois que dans la salle, il y a Monsieur Cremascoli. Je ne vois qu'un petit bout. Comment allez-vous, Monsieur Cremascoli? Bien, merci. Et vous? Moi, je vais bien, je vous remercie beaucoup. Je vous présente à tout le monde. Monsieur Cremascoli est ingénieur et a créé plusieurs sociétés, dont la dernière Adler. Mais avant, il avait la société Cremascoli, mais il est à l'origine de beaucoup d'inventions dans notre spécialité. Le clou claveté, c'est vous qui avez inventé le clou claveté. Le clou qui est bloqué avec des clavettes. Avant le clou bloqué, vous avez inventé le col modulaire.
et vous l'avez mise au point et c'est une grande félicitation. Et vous êtes aussi l'inventeur de cette prothèse Polymax. Et je vous félicite pour tout ça. C'est un plaisir de vous voir. Donc maintenant, nous allons écouter Enrique Peque. Enrique, est-ce que tu peux te mettre en ligne? Oui. Allez, vas-y. Voilà. Ok. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, je vais vous présenter un travail qui traite des résultats cliniques et radiologiques de la cupule acétabulaire Polymax, donc à propos de 182 prothèses à 2 ans de recul minimum, que j'ai volontairement passé à l'introduction pour ne pas répéter ce que M. Chiron a dit précédemment. Donc, dans cette étude, l'hypothèse était que les résultats cliniques et radiologiques de la cupule Polymax sont comparables aux implants de référence sans augmentation du taux de complications. Donc, le but de l'étude était d'évaluer les résultats des 182 premières cupules posées à un recul minimum de 2 ans. Donc, pour cela, nous avons réalisé une étude prospective, continue et monocentrique. Nous avons étudié les 182 premières cupules implantées dans notre service à Toulouse entre août 2014 et juin 2016. Donc, les critères d'inclusion étaient des patients majeurs qui ont bénéficié d'une PTH de première intention, sans contexte traumatique aigu, ni renfort acétabulaire et pas de contexte septique. Donc, la série était composée de 164 patients, dont 96 hommes et 68 femmes. L'âge moyen était de 54,6 ans, avec des extrêmes allant de 18 à 87 ans. Le moyen des patients était de 26,5 ans. On dénombrait 84% de patients qui souffraient d'arthrose, 15% d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, un patient souffrait de spondylarthrite ankylosante et une chondromatose. Donc, les patients ont été recontactés pour programmer un examen clinique et radiologique à au moins 2 ans post-opératoire. Les données ont été consignées et récupérées à partir du fichier informatisé OrthoWave. La cupule Polymax permet d'utiliser une tête de 32 mm dès la taille du cupule 48 en conservant une épaisseur de polyéthylène hautement réticulée de sécurité de 7,3 mm. Et il est possible d'utiliser une tête de 36 mm à partir de la cupule 52 mm avec la même épaisseur de sécurité. Dans notre série, le diamètre des cupules variait entre 44 et 62 mm. Toutes les cupules de taille 48 et 50 mm ont été systématiquement associées à une tête de 32 mm. Et aussi 70% des cupules de taille 52 mm et 80% des cupules de taille 54 mm ont été associées à une tête de 36 mm. Les cupules ont été associées en majorité avec une tige Optimis et une tête en céramique du laboratoire correspondant à l'implant fémoral était systématiquement utilisée. L'étude était multi-opérateur par 10 chirurgiens du service. 93% des prothèses ont été implantées par 3 professeurs du service. Un EOS a été réalisé en préopératoire pour planifier la taille des implants, la latéralisation, la hauteur de coupe à l'aide du logiciel de planification Traumacad. La voie d'abord utilisée par tous les opérateurs est une voie postérolatérale mini-invasive. Les données collectées nous ont permis d'évaluer les scores cliniques de Postelmer-Daubigné, de Hip-Harris et le score de WOMAC. Dans le plan frontal, on a étudié le positionnement du centre de la hanche pour dépister une mobilisation de l'implant. Et l'inclinaison de l'implant acétabulaire était mesurée par rapport à la ligne des U radiologiques en post-opératoire immédiat et au plus long le recul. On a recherché des liserés sur les clichés de face et de profil en fonction des autres de Dunley et Charnley. Et nous avons analysé les modifications sur les clichés de face et de profil en préopératoire de la trame osseuse. L'ostéo-intégration des implants a été étudiée grâce au score ARA. Les ossifications périsabulaires ont été analysées selon la classification de Brooker. Et les complications survenues durant la période de suivi étaient consignées, ce qui nous a permis d'analyser la survie de l'implant. Les résultats.
Le score PMA était en moyenne de 11,4 en préopératoire. Au dernier recul, il était en moyenne de 17,7. L'amélioration du PMA était statistiquement significative. Les scores HHS et WOMAC étaient très significativement améliorés, avec un score HHS de 97,7 au dernier recul et un score WOMAC de 6 au dernier recul. En préopératoire, on remarque que les scores cliniques PMA et HHS sont inférieurs chez les patients présentant une ostéonécrose par rapport à ceux qui présentaient une arthrose. Au dernier recul, il n'y a pas de différence statistiquement significative des scores cliniques en fonction de l'étiologie. Dernier recul, aucun liseré périprothétique n'a été décelé, ni d'usure ni de fracture d'implant. 2 implants se sont verticalisés et un implant s'est horizontalisé de plus de 5 degrés par rapport au cliché post-opératoire. Nous avons retrouvé un score ARA-acétabulaire excellent dans 91,4% des cas. Il n'existait pas d'ossification périacétabulaire dans 90,8% des hanches. 2 complications ont été relevées et ont nécessité la révision de l'implant. Le premier patient a une révision de son arthroplastie à J1 sur une absence de press-fit pour mise en place d'un implant vissé. Il s'agissait d'une hanche dysplasique difficile où le press-fit n'avait pas été obtenu de façon satisfaisante en préopératoire. Et le deuxième patient a présenté 2 épisodes de luxation malgré un positionnement des implants satisfaisant étudié par le scanner. Par ailleurs, une luxation à J5 a été réduite chez un patient sans récidive. 2 autres patients ont présenté une infection précoce de leur prothèse, traitée avec succès par lavage chirurgical, changement des têtes fémorales et antibiothérapie. Le recul moyen de la série était de 2,65 ans. Avec 2 reprises d'implant, la survie cumulée est de 98,9% à 2 ans. Dans notre série, la moyenne d'âge était de 54,6 ans. L'arthroplastie totale de hanche a donc été réalisée chez des sujets jeunes. Nous avons comparé nos résultats à différentes séries de prothèses totales de hanche, à différentes couples de frottement. Les scores PMA moyen et HHS moyen au dernier recul sont respectivement de 17,7 et 97,7. Globalement, ceux-ci sont superposables aux données de la littérature. Si l'on considère les résultats des séries ayant une moyenne d'âge de patients inférieure à 55 ans, nos résultats sont là aussi superposables, voire légèrement supérieurs. Et si l'on compare nos résultats uniquement avec les résultats des séries à couple de frottement céramique polyéthylène, là encore, globalement, les résultats de la cupule Polymax sont similaires, voire sensiblement meilleurs. Au dernier recul, il n'y a pas eu d'ostéolyse ou de liseré périprothétique. 3 implants ont modifié leur inclinaison dans le plan frontal. Le score clinique de ces patients est excellent. 43 cas présentaient une diminution, voire une disparition d'une condensation anormale de l'acétabulum visible en préopératoire, donnant ainsi un argument supplémentaire pour une meilleure répartition des contraintes avec la prothèse. Le taux de luxation, 1,1% de notre série, se situe dans la limite inférieure. En relevant les données de travaux récents et des registres, un taux de luxation entre 1% et 3%. Donc, la première présentait un implant vertical à 58 degrés et s'est luxé à J5 sans récidive. Une tête de 32 mm a été utilisée alors qu'une tête de 36 était possiblement implantable. Le deuxième patient a présenté des luxations récidivantes. Il s'agissait de la patiente la plus âgée de la série avec 87 ans. Donc, si l'on respectait les indications d'implantation de la prothèse Polymax, le taux de luxation aurait pu être nul. Nous retrouvons 2 infections dans notre série, soit un taux d'infection de 1,1%, ce qui est superposable aux données de la littérature. Nous retrouvons un taux de reprise de 1,1% pour la cupule Polymax, toutes causes confondues à 2 ans. En étudiant le registre australien de 2019, on observe pour les arthroplasties totales de hanches sans ciment un taux de reprise de 1,6% et de 2,4% à 3 ans. En analysant le registre anglais de 2018, si l'on ne considère que les prothèses à couple de frottement céramique polyéthylène, le taux de reprise est de 0,84% à 1 an et 1,44% à 3 ans. On y retrouve par ailleurs que le couple de frottement céramique polyéthylène hautement réticulé obtient la meilleure survie cumulée à 14 ans devant le couple métal polyéthylène hautement réticulé et le couple céramique-céramique.
Donc, la cupule Polymax permet d'utiliser des têtes de 32 mm dès la taille de cupule 48 mm et des têtes de 36 mm dès la taille de cupule 52 mm en garantissant une épaisseur de polyéthylène hautement réticulée de 7 mm. Si l'épaisseur de polyéthylène du metal back était de 3 mm, comme dans une cupule classique du marché, on ne pourrait utiliser la tête de 32 mm qu'à partir de la taille de cupule 52 et une tête de 36 mm à partir de la taille de cupule 56. Donc, ainsi, dans notre série, si le metal back était de 3 mm, 68% des cupules de notre série auraient dû être associées à une tête de diamètre inférieur. L'intérêt des têtes de grand diamètre tient essentiellement à leur efficacité sur l'instabilité prothétique et le risque de luxation par augmentation de la jumping distance qu'elles autorisent, c'est-à-dire la distance que la tête doit parcourir avant la luxation, mais aussi grâce à l'augmentation du ratio tête-colle qui permet d'améliorer l'amplitude articulaire et le déplacement prothétique, prévenant un potentiel effet cam. Le système avec cupule à double mobilité a fait la preuve de son efficacité pour prévenir et traiter les instabilités. Dans la série du symposium Softcoat 2009, le risque luxant à 10 ans était de 0,4%, toutes voies d'abord confondues. Par ailleurs, la patiente la plus âgée de la série, qui avait 87 ans, a présenté 2 épisodes de luxation. L'indication classique de la double mobilité chez les patients âgés à haut risque de luxation reste probablement optimale. On peut ainsi proposer une cupule Polymax chez les sujets de moins de 75 ans actifs et une cupule double mobilité chez les patients de plus de 75 ans ou à risque de luxation élevé, quel que soit l'âge. En conclusion, on a trouvé de très bons résultats cliniques. L'ostéo-intégration de la cupule au dernier recul était excellente. Le faible taux de luxation qui peut être expliqué par la possibilité d'associer des cupules de moindre diamètre avec des têtes de 32 et 36 mm tout en bénéficiant des avantages du metal back. Il sera utile de poursuivre le suivi radioclinique de cette série pour analyser le comportement de la cupule Polymax à plus long terme. Voilà, merci de votre attention. Merci Enrique. Nous allons passer la discussion. Moi, je voudrais faire juste une remarque sur cette dernière présentation. C'est que ce taux de 2 patients qui ont eu une luxation, ici, nous enlevons la malade très âgée qui aurait dû avoir une double mobilité, et si on enlève le fait qu'on a mis une trop petite tête avec un cotyle mal orienté chez l'autre qui s'est luxé, qui d'ailleurs n'a pas été reprise pour cette luxation, elle a simplement été réduite, on aurait un taux de luxation. Si on restait dans les indications parfaites, on aurait un taux de luxation de 0%. C'est-à-dire que ces 2 cas pourraient être évités si on suivait des indications un peu plus précises. Mais c'est l'intérêt d'avoir fait cette étude, c'est de montrer cela. Donc maintenant, je vous laisse poser des questions. J'avais demandé à Nicolas Reyna de diriger la discussion. Tu es là, Nicolas? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, mais on ne te voit pas. Oui, parce que je suis en déplacement, là, je ne suis pas visible. Et tu penses que tu peux quand même diriger la discussion, même en oui, bien sûr, je suis disponible. Donc, merci pour ces présentations. Effectivement, moi, je l'utilise depuis longtemps, dès que vous l'avez introduit dans le service. Avec un excellent feeling, surtout, et je trouve que vous n'en avez pas assez parlé. Parce que moi, ce qui m'a quand même marqué dans l'utilisation de cette cupule, c'est le grip. Et vous avez parlé d'état de surface poreux, mais ça, c'est dans sa structure, on va dire, interne, mais même la surface, la périphérie, est quand même très engageante et on a une sensation de sécurité par rapport à ça. Et moi, je l'utilise beaucoup, notamment dans des dysplasies, chez qui on pourrait se dire, effectivement, il n'y a pas de doigt, je vais combler, etc. Mais dès que j'ai suffisamment de contraintes, de contact osseux en périphérie et derrière, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'utilise une Polymax, je greffe éventuellement au-dessus, mais je n'ai aucun doute et aucune question sur savoir s'il faut visser ou pas parce que j'ai un super grip. Alors ça, avant de donner la parole à tout le monde, j'aurais aimé savoir, dans les conceptions et dans la discussion que vous avez fait chez Adler, comment on élabore ça sur le plan de ce sentiment, ce feeling de grip, parce que ce n'est pas quelque chose qui répond à des données mécaniques en fait classiques. Question un petit peu générale pour vous certainement et pour peut-être je vais répondre aussi. On va demander aux ingénieurs de répondre, quelle que soit la génération, s'ils ont bien compris la question en français. Alors, si on regarde la prothèse de près, non seulement elle a des anfractuosités dans laquelle l'os peut pénétrer, mais il y a des petits picots très fins qui sont surajoutés et que seule une imprimante 3D permet de faire.
Avant, on ne pouvait pas faire ça. Et ces petits picots donnent cet état de surface très important. C'est évident que si on doit monter une pente en montagne et si elle est glacée avec de la glace vive, on n'y arrive pas. Et s'il y a des petites aspérités, on y arrive. Et là, c'est pareil, ça donne cette sensation, ce qui fait qu'aussi, ça permet au press fit d'être moins important. C'est-à-dire 1 mm de press fit, ce n'est pas beaucoup, ça diminue la déformation, mais grâce à cet effet de stabilité par une surface très rugueuse, cela permet d'avoir la bonne tenue. Donc, Monsieur Crémascoli, la question était, est-ce que vous avez fait exprès d'avoir un effet de surface très rugueux? Vous nous entendez? Comment vous avez obtenu cet effet de surface très efficace de la Polymax? Vous nous entendez? Come abbiamo ottenuto questa conformazione superficiale e diciamo mettendo gli spuntoni per renderlo più rugoso. Okay. We obtain this conformation in order to put a porous structure by made with specific software that can control the porosity and make the surface. And we added in the polar area even the spikes of 0.4 millimeters of weight in order to give more grip of the cap against the ball. So yeah, but it's not just a question about like roughness. It's how do you measure this, and how do you know that the roughness is too much or not enough, or how do you measure that from a biomechanic point of view? Okay, we measure that by using in the real component by using SEM microscope in order to find the dimension of the pore, and by literature the dimension in order to have the osseointegration is between 300 microns and 1000 microns. So we have 700 microns to measure, and is in the range of the literature. And we performed even the animal test that ensure that the component can integrate and the bone grow inside the structure. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, Alors, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a une question par écrit de Yaha Mamen qui demande « Est-ce que cet implant Polymax est un bon choix chez des patients ostéoporotiques ?» Alors, je vais répondre, mais on peut tous répondre. Étienne, on peut aussi répondre du côté de chez Adler. La réponse est oui. Et oui, mais vous avez vu qu'on choisit des patients qui ont plutôt moins de 75 ans. Ce n'est pas une prothèse pour fracture du col du fémur, ce n'est pas une prothèse pour patients très âgés qui peuvent tomber ou qui ont des mobilités anormales. Là, il vaut mieux mettre une double mobilité. Donc, c'est des prothèses pour des gens encore jeunes, mais on peut avoir des femmes jeunes qui ont déjà de l'ostéoporose. Mais justement, tout ce qu'on a dit là, la bonne effet de surface, la bonne impaction, fait que la plupart du temps, on obtient un bon press fit, même chez les patients ostéoporotiques. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Oui, moi, moi, la seule limitation, on a déjà eu ces discussions plusieurs fois, la seule limitation, moi, c'est vraiment par rapport à la double mobilité, mais sur le revêtement en surface et sur l'ostéo-intégration, moi, je ne connais pas comme je disais tout à l'heure, d'impaction qui permet une aussi grande sécurité. Et je n'ai jamais eu d'impaction du fond ou de venir buter sur la lame quadrilatère et sentir que l'os s'effondre derrière la prothèse. Je n'ai jamais eu ça. Je pense que c'est cet effet justement de surface qui va venir peut-être aller dans l'os trabéculaire. Et après, des défauts d'intégration, j'en ai jamais eu parce que je pense qu'effectivement, quand on fait des pores de 700 et que l'os en face a des pores de 700, il y a une très grande ostéoconduction et induction. Donc, je pense que c'est tout à fait favorable, même chez des patients âgés, si on trouve une indication là-dessus, sur le plan simple de mobilité. Alors justement, puisqu'on prononce le mot double mobilité, on pourrait se demander pourquoi pas des doubles mobilités à tout le monde. Mais je fais remarquer que justement, cette prothèse, qui est une simple mobilité, a des taux de luxation très proches d'une double. Surtout si on suit les futures indications qu'on a données, où on pourra faire
de façon identique par rapport à une double mobilité. Et à ce moment-là, il vaut mieux utiliser cette simple mobilité parce que c'est un polyéthylène réticulé dont l'usure sera moins importante, alors qu'une double mobilité, elle a un conflit avec le col et elle a une double mobilité, c'est-à-dire une double libération de particules. Donc je pense que chez quelqu'un qui a besoin d'une prothèse avec une forte longévité, il vaut mieux utiliser cette simple mobilité. Chez tous les autres patients, même jeunes obèses et tous les patients à risque de luxation forte, il vaut mieux utiliser une double mobilité. Donc ce n'est pas en compétition, elles sont complémentaires ces deux prothèses. Et je rajouterai un point là-dessus parce que ça m'est arrivé la semaine dernière sur des petits cotiles. Parce qu'il faut bien réfléchir à l'intérêt d'aller mettre une mobilité coûte que coûte avec une tête de 22 et un polyéthylène au final qui va mesurer allez, 30, 42, 3, 4, alors qu'au final, on peut avoir une tête de 32, voire de 36, dès des petits diamètres de cotiles. Et au final, l'intérêt de la double mobilité chez des cotiles très très petits, à mon avis, n'a pas forcément d'intérêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus un ayatollah du double mobilité, ce que je suis parfois, mais par contre, chez des petits cotiles, je ne vois pas forcément d'intérêt à aller dans une double mobilité, quoi. Donc, c'est des discussions après ponctuellement, mais au cas par cas, mais c'est intéressant de voir qu'on peut l'utiliser quel que soit le type d'os. Nicolas, je ne sais pas si tu vois les questions par écrit. On en a une de Nicolas Bartod qui demande quelle est votre stratégie pour le fraisage, taille pour taille. Alors oui, taille pour taille. C'est-à-dire que quand on… Alors oui, avec réserve. Quand on fraise à 50, il faut utiliser la prothèse qui s'appelle 50 et qui normalement fait 51. Et dans le service, et vous pourrez le retrouver, il y a une vidéoconférence qui s'appelle « Comment je fraise ». Vous verrez que quand on utilise une fraise de 50, le trou ne fait pas 50. Il fait moins de 50 et parfois avec de grandes différences en fonction de la fraise, de son usure, mais aussi de sa fabrication, de sa marque. Et un trou que l'on croit être de 50, au mieux, il va faire 49, mais au pire, il va faire 47. Et à ce moment-là, le fameux press-fit de 1 mm, il devient 4. Et c'est beaucoup. Et donc, c'est sûr que la taille du fraisage, c'est quelque chose de très variable. Ça dépend de la fraise qu'on utilise, de la technique du chirurgien, de la qualité de l'os. Et de temps en temps, on utilise un appareil qui s'appelle un expander qui nous permet de connaître quand se produit le press-fit. C'est-à-dire c'est une cupule d'essai que l'on peut expandre et dont on connaît la taille de l'expansion. Donc, pour utiliser une Polymax, il faut utiliser une cupule de 50 et il faut qu'elle tienne avant 51. Mais si elle ne tient pas avant 51, c'est qu'il faut mettre la 52. Mais normalement, la technique de base, c'est taille pour taille. Je suis heureux de vous voir à la salle de réunion, mais on m'a dit que vous étiez toujours une bonne vingtaine et je vois que vous êtes 6. Ces conférences, elles sont faites aussi pour les élèves du service. D'autres questions? Allez-y, lancez-vous, posez des questions. Justement, à la salle de réunion. Juliette, tu as des questions? Toi qui as vu poser pas mal de Polymax. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, on ne te voit pas? Non, mais ça, c'est pas grave. C'est mieux, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Tu t'es démaquillée? Non, mais je suis en pyjama et tout, c'est pas top. Alors, vas-y. Non, mais en fait, c'était très clair et vous avez répondu à ma question qui était est-ce que vous conseillez plutôt d'utiliser un Polymax ou un double mobilité chez un patient jeune mais avec une corpulence importante? Et vous avez dit qu'il fallait plutôt privilégier le double mobilité. Oui. Donc, parce que il faut dire que Juliette a fait sa thèse sur l'utilisation des doubles mobilités dans les fractures cervicales, où plutôt que d'utiliser une prothèse intermédiaire, il vaut mieux carrément mettre une double mobilité, et c'est absolument certain. Alors, oui, parce que l'obèse, quel que soit l'âge, d'abord, il y a plus de contraintes et la prothèse, elle est mal mise. Elle est mal planifiée parce que la radio est moins bonne. C'est plus difficile à opérer, donc on fait parfois des erreurs d'orientation. Le patient a de fortes contraintes lorsqu'il se lève. Il a aussi ce qu'on appelle un effet cuisse, c'est-à-dire quand il croise à peine les jambes, les cuisses se touchent et donnent un effet cam extra même articulaire, même extra-corporel. Et donc l'obèse, il a tous les risques de se luxer. Et reprendre une luxation chez un obèse, c'est difficile. Donc, il vaut mieux d'emblée mettre une double mobilité. D'autant plus, ce n'est pas des grands sportifs. C'est-à-dire qu'ils portent du poids, mais ils ne font pas des activités sportives à impact. Et donc, en fait, on a vu que les prothèses chez les obèses s'usaient moins que chez les non-obèses. Donc, à ce moment-là, on peut y aller, on peut mettre une double mobilité, même chez un jeune.
D'accord, merci beaucoup. J'ai une question toujours de Yaha Mamen. C'est bien de poser des questions. Est-ce que vous pouvez nous faire résumer de nouveau les indications de cet implant? Mais cet implant, c'est toutes les… on va le faire à l'envers. C'est tous les patients qui ont une bonne espérance de vie, c'est-à-dire avant 75 ans, et qui n'ont pas… qui ne sont pas une indication de double mobilité, on va dire. Les indications de double mobilité, c'est après 75 ans, les fractures cervicales, les gens obèses, les gens qui se sont déjà luxés, les reprises toutes causes, on va dire, et les malades neurologiques. Et éventuellement ceux qui ont un rachis raide. Et lorsqu'on ne fait pas partie des indications de double mobilité, ça devient une indication, à notre avis, de Polymax. D'autres questions? Alors, j'en ai de nouveaux qui arrivent là. D'autres questions? Allez, vous êtes assez nombreux, vous devriez pouvoir poser des questions. En plus, c'est de la chirurgie de tous les jours, ça. C'est la cupule. On arrête ici? Vous n'avez pas d'autres questions venant d'Italie? Monsieur Cremascoli? Non, mais je vais vous dire au revoir. Et merci à Enrique pour cette très bonne thèse. Merci à Nicolas de suivre ce travail. Et merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.